Alors, moi, je suis le directeur général du groupe Bontaz. On est équipementier automobile de rang 1, c'est-à-dire que nos clients sont les constructeurs automobiles. On travaille avec quasiment tous les constructeurs automobiles à travers le monde, ce qui fait qu'on est présent dans une dizaine de pays, principales zones de l'auto. Et on emploie environ 4000 collaborateurs sur tous ces sites. Et notre métier, c'est de fabriquer des sous-ensembles de refroidissement moteur thermique, activité dans laquelle on est leader mondial depuis une vingtaine d'années. Et puis, depuis quelques temps, on fabrique aussi des sous-ensembles pour les moteurs électriques et on se diversifie beaucoup dans diverses activités, notamment la mobilité douce et le monde de l'hydrogène. Merci. Laurent. J'espère qu'on me connaît. Donc, Laurent de la Clergerie, président fondateur du groupe LDLC que j'ai créé il y a 26 ans maintenant. Ça fera même 27 en janvier. Spécialiste dans la vente de matériel informatique sur Internet. On a maintenant aussi la vente en retail dans plus de 80 points de vente en France. Et le groupe s'est étendu puisqu'aujourd'hui il y a l'activité d'LDLC, mais on a racheté des concurrents, Matériel.net, BIMP, et puis on a quelques filiales mais qui font d'autres choses, dont une qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait au départ, l'armoire de bébé, c'est de la puériculture. C'est 1000 collaborateurs aujourd'hui, un chiffre d'affaires l'année dernière de 680 millions d'euros. Et une boîte qui se porte plutôt bien, malgré toutes les innovations sociales, très sociales qu'on a mis en place. D'accord, donc avant de parler des innovations sociales, on vient de traverser 2 années particulières. Vous représentez tous les deux secteurs d'activité différents. Est-ce que vous pouvez nous faire un topo, un bilan de ces 2 années? Comment vous avez traversé ça? Est-ce que ça a été difficile, moins difficile? Alors dans l'automobile, c'était, on va dire, ça faisait des vagues, puisque la période Covid, l'activité automobile mondiale s'est quasiment arrêtée. Donc on a connu des baisses de l'ordre de 95% de notre chiffre d'affaires pendant 2-3 mois. Et puis ensuite ça a redémarré très très vite, parce que nous on est derrière les usines d'assemblage des constructeurs automobiles, donc dès qu'ils ouvrent, ça part tout de suite en 3-8, donc c'est des gros appels de pièces. Ce qui fait qu'après, ça a posé tout un tas de problèmes de supply chain parce qu'on ne trouvait plus de rien, en gros, ni transport, ni matière, ni rien du tout, parce que tout le monde a redémarré en même temps. Donc là, on est reparti sur une période de baisse, et puis après, on est reparti sur une période de hausse jusqu'à les problématiques d'approvisionnement de composants électroniques, parce que nos clients avaient du mal à s'approvisionner, donc ils ont énormément ralenti l'assemblage. Et donc là, on est reparti sur une période de forte baisse à nouveau. Et depuis la crise Covid, on connaît des hauts et des bas de ce type-là, avec deux problématiques majeures, c'est que nos clients ne savent plus bien en fait ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils savent pas s'ils auront des composants, s'ils auront de la matière, s'ils seront approvisionnés. Donc ils nous appellent des pièces qu'ils ne prennent pas ou ils en prennent plus. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop où on va. Il faut être très agile et puis surtout on rentre dans une crise beaucoup plus de long terme, on va dire, de problématiques de ressources énergétiques et de matières premières qui s'épuisent, et notamment également les impacts sur le climat qui sont très forts. Et donc voilà, donc en fait, on rentre dans une transformation d'un modèle économique nécessaire pour l'industrie, parce que notre métier, c'est de prendre de la matière première, de la transformer, généralement en polluant, et de vendre. Et donc voilà, en gros, tout ça va s'arrêter. Donc il va falloir qu'on change, et on a une dizaine d'années pour tout changer, en fait. D'accord, donc un contexte un peu de montagne russe dans le service informatique, le matériel. Alors, pour notre part, le Covid, ça a été tout d'abord un énorme relais de croissance immédiat, en particulier dans le monde pro, parce que du jour au lendemain, tout le monde voulait des portables. Ça a duré 4 jours, et après, en fait, ça a été un relais plus du côté des particuliers, qui, eux, pendant toute la période Covid, se sont équipés pour du télétravail, se sont équipés pour eux, parce qu'un seul ordinateur à la maison, ça suffisait plus. Et on a connu 2 années de très belle croissance, puisqu'on est passé de 500 à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires quasiment, et donc plutôt une activité très soutenue. Activité qui s'est calmée depuis, parce qu'inversement, on rentre dans un cycle normal. Alors, les problèmes d'approvisionnement, on en a eu, mais on avait du matériel, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément le matériel que voulait le client exactement. S'il voulait un modèle d'ordinateur, on n'avait pas celui-là, mais on avait du stock. On n'avait pas de problème d'approvisionnement globaux en quantité, on n'avait pas forcément les produits strictement attendus par les clients. Donc on n'en a pas souffert particulièrement de l'approvisionnement. Et maintenant qu'on est dans on va dire un peu post-Covid, c'est pas fini, mais qu'on n'est plus dans ce climat-là, on retrouve une activité qui est en croissance si on compare à 2019, mais qui est en décroissance par rapport au bonus Covid qu'on a pu avoir, un petit peu plus d'ailleurs ces derniers temps. Enfin, on ressent en ce moment le côté pro essentiellement, les craintes sur l'énergie, les craintes sur la facture d'électricité l'année prochaine,
où on sent qu'effectivement, il y a des investissements qui sont reportés tant qu'il n'y a pas une visibilité claire et nette sur le prix que va coûter l'énergie l'année prochaine. Et alors, on s'est posé la question en préparant la plénière, quand on est un chef d'entreprise, donc on est un homme comme un autre, où est-ce qu'on trouve l'énergie finalement de combattre, de se dire bon, c'est une crise, mais on va essayer de transformer ça en opportunité. Où est-ce qu'on trouve l'énergie? Comment vous avez géré ça, vous, personnellement? L'énergie, en fait, on a été très sollicité, donc en fait, on a répondu à des demandes, répondu à des urgences lorsqu'on a arrêté les productions, lorsqu'il a fallu travailler après le samedi, le dimanche, ça a été très compliqué, donc on était en permanence sollicité. Ce qu'on se pose pas trop, c'est que ce type de questions, mais c'est vrai qu'après, il faut je pense que il faut arriver à prendre du recul. Il y a beaucoup de choses. Dans l'automobile, on est dans un monde où le niveau de qualité est très très important. Il y a beaucoup de normes. Et en fait, on a pris un peu de recul par rapport à tout ça. On a été obligé de rester agile, de se dire bon voilà, on ne sait pas si on pourra livrer nos clients, on ne sait pas si jusqu'à la dernière minute si on aura des composants pour les livrer, on ne sait pas si on fera des pièces bonnes. Voilà, on a essayé de prendre un peu de distance par rapport au stress habituel de ce monde-là. Mais c'est vrai que on rajoute de toute façon une couche j'allais dire, d'éco-anxiété depuis quelque temps dans le monde de l'industrie. Et c'est vrai que plus on tire la ficelle, plus on se rend compte on va vers des jours compliqués. Donc on arrive à se détendre par rapport à des situations de crise, mais puis en même temps on anticipe les prochaines, ce qui fait que je ne sais pas si on y arrive en fait. Alors moi j'ai une vision, quand on est dit, enfin ça fait 27 ans LDLC, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, la boîte a failli se prendre un mur 3 fois et disparaître. On n'est plus à une crise près et ça fait partie de la vie de la boîte et ça fait partie de la vie du dirigeant de jongler dans tout ça. De jongler toujours avec une particularité, c'est que le dirigeant c'est le dernier rempart de la société. Si lui il arrive un matin en disant c'est foutu, bah ça y est, tout le monde se dit c'est foutu. Donc dans toutes les situations, on doit quand même arriver en disant j'y crois, on va aller de l'avant, même quand dans la tête des fois on a quelques doutes. Mais à part cet aspect-là, globalement, ça fait partie de la vie d'entreprise parce que si on raconte la vie d'LDLC aujourd'hui, qu'on voit le début, la fin, l'histoire est magnifique. En réalité, c'est des montagnes russes. Donc ça fait partie de la vie et c'était une crise parmi d'autres. Et celle-là, à la limite, pendant la crise Covid, je me suis dit enfin une crise qui me bénéficie. Ce qui changeait un peu d'autres crises qu'il y a pu avoir avant. Mais là, par exemple, on refait de la décroissance. Donc on garde le personnel, on aura moins de rentabilité, c'est des choses donc ça inquiète les gens dans la boîte, donc il y a des choses qui se passent. C'est pas dangereux pour la boîte, ça se passe bien, on sera rentable, mais il y a toujours des cycles dans la vie d'une boîte et il faut faire avec. Donc il faut garder cette mentalité de super-héros, de voir le côté positif des choses. C'est ça. Il faut avancer en voyant loin et en évaluant les risques, parce qu'on parle des risques de l'automobile, mais nous, c'est pareil. Le cloud demain, peut-être que tous les ordinateurs seront dans le cloud. On peut dématérialiser un ordinateur. Il y a des tas de choses qu'on regarde à l'avance et puis on essaie de se préparer à où on sera si jamais ça arrive et à se transformer au fur et à mesure. Et donc chez LDLC, là, vous n'avez pas attendu les premières crises pour être innovant en matière sociale. Vous êtes particulièrement connu pour avoir mis en place la semaine de 4 jours. Donc là, maintenant qu'il y a un petit peu de recul sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous en êtes venu là, d'où est venue cette idée? J'imagine que la première fois qu'on en a parlé chez vous, ça n'a pas dû faire rire tout le monde. Enfin, j'imagine qu'il a fallu convaincre des gens. Donc comment ça s'est passé? Alors la semaine de 4 jours, c'est le résultat en fait d'un travail que j'ai commencé il y a 6-7 ans, qui était de dire, je suis allé vers les équipes en leur disant, il y a 7 ans, en tenant un discours simple, c'est à compter d'aujourd'hui, la priorité de la boîte, c'est plus son chiffre d'affaires, c'est votre bien-être. Et à partir de là, on va travailler tout ce qu'on peut pour améliorer le bien-être de la boîte. Et vous inquiétez pas, je suis pas je reste une entreprise qui veut faire de la croissance. Je leur ai clairement dit, c'est parce que vous sentirez bien qu'on fera de la croissance. Et à compter de là, on a travaillé sur tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer le bien-être dans la boîte. Donc, on avait déjà du télétravail avant le Covid. On avait supprimé toutes les primes. Tous les gens sont payés au fixe chez nous. On a des coachs internes. On avait changé les positions des managers pour qu'ils soient accompagnants, pas contrôlants, pas dirigeants. On avait mis pas mal de choses en place. J'avais aussi fermé les salles de réunion pendant 3 mois parce que j'en avais marre d'avoir des réunions tout le temps. Donc, les gens se sont habitués à faire beaucoup moins de réunions. Et ça, c'est resté après. Et puis, dans cette recherche, un jour, j'ai lu un article, c'était en novembre 2019, qui expliquait que Microsoft avait testé pendant 1 mois au Japon la semaine de 4 jours, en offrant le vendredi à ses salariés pour voir si c'était efficace ou pas.
Le bilan, c'est qu'il y avait 40% de productivité en plus, mais quand on vend un truc comme ça à des salariés en leur disant on verra ce qu'on fait derrière, on peut s'attendre à de la productivité. Et ils n'ont pas continué l'expérience. Donc ça s'était arrêté là. Donc j'aurais pu fermer l'article, sauf que moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, si les gens travaillent 4 jours, forcément, ils seraient heureux. Donc est-ce qu'on peut le mettre en place? Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le sujet, de façon très simple, je vais le résumer en quelques minutes, mais globalement, je me suis projeté dans le truc en me disant, bah, c'est quoi 4 jours? Ça veut dire travailler 8h45 par jour au lieu de 7. 8h45 par jour, sur 1000, c'est 1000 collaborateurs qui allaient être concernés, ça ne marche pas, il y en a qui vont râler parce qu'ils ont des enfants, des machins, des trucs, enfin ça ne va pas passer. Donc je me suis dit, si tu veux le mettre en place, il faudra passer à 8 heures. Question suivante, les salaires. Et pareil, je me suis dit, si tu devais le mettre en place, bah, si tu baisses les salaires, il y en a qui vont râler, donc il ne faut pas baisser les salaires. Donc, je continue mon raisonnement, ça coûte combien? 9% d'heures en moins, et là on rentre dans un raisonnement d'efficacité du travail justement, et on se dit, bon, le vendredi après-midi, il ne fout rien. Donc j'ai récupéré 3 heures direct. Et au final de tout ce calcul que j'avais un petit peu, je m'étais dit, bah, c'est pas 9% de la masse salariale, c'est 5% de la masse salariale qui va être le coût final de ça. Si ça s'était arrêté là, alors on parle du risque, donc je décide d'y aller parce que je décide de payer ces 5% pour y aller. Et on l'annonce en juin 2020 aux équipes durant les NAO, personne ne le savait. C'est moi qui l'annonce à la fin des NAO en disant, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour signer un accord 4 jours 32 heures. Forcément, c'est plutôt bien accepté à ce niveau-là. Par contre, et je ne l'avais pas franchement anticipé, c'est beaucoup plus mal accepté par les cadres en forfait jour et les managers, qui ont le sentiment que, qu'avec un jour de moins, ils ne vont pas pouvoir faire leur travail, qu'ils ne vont pas y arriver, ils ont déjà du mal en 5 jours, ça ne va pas être possible en 4 jours, qui ont le sentiment que ça va être impossible de gérer une boîte qui doit travailler normalement, on n'allait pas fermer le vendredi, on doit être ouvert tous les jours, enfin 5 jours, 6 jours, 7 jours, suivant les métiers. Que c'est impossible de faire des plannings dans ce cadre-là. Et puis qui ont un dernier sentiment pour certains qui est le jour où je ne serai pas là, ils ne foutront rien. Mais on calcule que dans ce raisonnement, ils se sont déjà mis off. Et moi, je voulais que ça s'impose à la boîte, donc on fait un accord d'entreprise parce que je veux que tout le monde y passe. Pour avoir aussi, on pouvait entendre que LDLC, on a travaillé un peu le modèle entreprise libérée, on n'en est pas une. Ce jour-là, j'ai imposé ce que je voulais faire. Parce que je veux voir. Et je me dis, dans 6 mois, enfin 6 mois après, on corrigera s'il y a des choses à corriger. Et j'estime qu'il y avait 15-20% du personnel qui n'était pas du tout chaud pour les 4 jours à ce moment-là. Et on va travailler le sujet, on va le mettre en place le 25 janvier 2021, il y a à peu près 2 ans maintenant. Et là, la surprise, franchement, c'est qu'1 jour après la mise en place, je me dis, je ne vois pas la différence. On n'a recruté personne encore parce que les équipes ont mis les plannings en place, se sont organisées pour que ça fonctionne en se disant on verra après ce qu'on a besoin comme recrutement. Et bien franchement, je ne vois pas la différence et je me dis ma boîte elle tourne normalement. Et puis ça va continuer. Il y a une différence quand même. On reçoit 1 fois sur 5, on envoie un mail en interne, je suis off aujourd'hui. Mais ce mail il est super important parce qu'il va permettre aux gens d'apprendre que rien n'est urgent. Parce que recevoir un mail et devoir attendre 24 heures une réponse, on le fait le week-end, on a l'habitude, mais en semaine, on n'a pas l'habitude. Et quand ça se produit sur tout le monde dans la boîte, on apprend ça. Et finalement, voilà, ça va marcher et on va décoller. Je peux parler 2 heures, mais je pense que vous avez des questions. Non, mais c'est intéressant. S'il y a des dirigeants dans la salle, je pense que vos propos sont inspirants. Et, donc, et juste pour revenir dessus, on n'est jamais revenu sur ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire que ça a marché du premier coup. Et du coup, donc avec du recul, donc on se rend compte que la boîte continue à fonctionner normalement. Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires inattendus de cette mise en place? Alors, le gros effet secondaire que je n'avais pas du tout prévu, mais que je vais vous expliquer, vous n'allez pas me croire forcément, c'est qu'on travaille beaucoup mieux en 4 jours 32 heures qu'en 5 jours 35 heures. Ou en 4 jours forfait jour qu'en 5 jours forfait jour. On est plus productif. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. C'est-à-dire qu'on n'a recruté personne. Et pour ça, j'ai un chiffre qui parle de lui tout seul. En 2018, on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1050 collaborateurs. L'année dernière, on a fait 680 millions de chiffre d'affaires avec 1060 collaborateurs en étant en 4 jours 32 heures. En 2018, ils étaient fatigués à la fin de l'année. L'année dernière, ils avaient une pêche d'enfer. C'est-à-dire que je les ai fait travailler plus en moins de temps, sans les fatiguer, sans les stresser.
Ce que je dis, ça peut paraître louche. Ça paraît tellement louche que tous les journaux de gauche et autres qui prennent les 32 heures sont venus voir parce qu'ils n'y croyaient pas. Et qui sont tous repartis en disant « Waouh, ça marche ». Alors, ce n'est pas les 32 heures que je prône, je le précise, c'est vraiment les 4 jours parce que c'est ça qui change la vie. Et j'explique pourquoi, c'est tout bête. C'est qu'avoir un jour off dans la semaine, ça vous permet d'avoir un jour où vous prenez du temps pour vous. Dans un jour ouvré, c'est-à-dire que vous pouvez prendre vos rendez-vous, tout ce que vous avez jamais à caser dans votre vie. Et la vie que vous avez aujourd'hui, tous, c'est 5 jours de travail. Et ce n'est pas une question de temps de travail, d'ailleurs, le problème. Parce qu'en gros, votre temps de vie, c'est du moment où vous êtes levé le matin au moment où vous avez mis les pieds sous la table le soir, vous n'avez pas vécu votre journée dans la semaine. Et qu'il y ait 7, 8 ou 9 heures de travail dans cette interlude, ça ne change rien à votre journée. Quand on met un jour off au milieu de la semaine, on va casser cette dynamique avec un jour où vous avez un temps pour vous. Et je pense même que le fait que ce jour vous ne soyez pas en couple, c'est aussi un service. Parce que vous avez vraiment du temps pour vous. D'ailleurs, il y a une femme à l'époque avec qui j'avais dit « Tu vas prendre le mercredi pour garder tes enfants » qui m'avait répondu « Cash, mais jamais de la vie, je vais prendre le lundi, j'aurai ni mon mari ni mes enfants, ça va être génial. » Et c'est cette bulle d'air qui fait qu'on revit. Et quand on arrive le week-end, on a eu le temps de tout faire à ce moment-là, donc on a un vrai week-end. Et dans ce vrai week-end, on en profite, c'est une vraie vie en famille, on ne se pose pas de questions diverses et variées, et on réentame une semaine de 4 jours derrière. La semaine de 4 jours, vous la connaissez tous. Jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, lundi de Pâques, vous savez que ça passe super vite. Et bien ça, c'est toute l'année chez nous, et quand il y a ces jours-là, c'est même 3 jours, la semaine. Et à la fin, ce que ça fait, c'est que globalement, quand vous revenez au travail, vous n'avez plus les soucis perso dans la tête. Et vous travaillez mieux. Mais vous ne le faites pas exprès. Vous ne le faites pas parce qu'il faut faire le travail en 4 jours. Vous le faites parce que vous n'avez pas autre chose à penser. Vous n'avez pas des trucs qui traînent. Et comme vous travaillez mieux et que vous finissez mieux votre travail, quand vous rentrez chez vous, sur les 3 jours, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas de problème de travail à ramener à la maison. Et vous vous sentez mieux. Et c'est un équilibre vertueux. Et c'est ça qui fait, et c'est la surprise que j'ai eue à la fin, qu'on travaille beaucoup mieux en 4 jours, parce qu'on a vraiment le temps de se reposer, qu'en 5. Et c'est, quand je dis beaucoup mieux, on est passé de 35 à 32 sur Lyon parce que les équipes étaient en 35 heures, mais on a racheté une boîte qui était Matériel.net qui était aux 39 heures à Nantes, qui sont passés aux 32 et qui font en 32 heures le travail qu'ils faisaient en 39. Et les 4 forfaits jours travaillent 4 jours au lieu de 5, et je peux vous garantir que leur emploi du temps de 4 jours n'est pas plus long, qu'ils n'ont pas plus de travail à ramener chez eux, qu'ils travaillent vraiment 4 jours et qu'ils font le travail qu'ils faisaient en 5 avant. Je sais, c'est contre-intuitif, mais ça marche super bien. Donc ça semble fou, on va tous revenir avec des idées magiques dans la tête et les négociations de fin d'année vont être difficiles. Daniel, dans une entreprise qui travaille sur 10 implantations dans le monde, c'est ça, 4000 collaborateurs, milieu industriel, la semaine de 4 jours, ça vous inspire quoi ? Alors je pense que là, il y a une grande différence, hein, parce que nous, on est dans l'industrie, donc on vit surtout au rythme des machines, hein, plus qu'au rythme des hommes, et puis surtout, nous, on a l'essentiel de l'effectif qui est à l'étranger. Et je vais vous citer une anecdote, on avait en Chine, sur notre site à Shanghai, on faisait des équipes de 10 heures, et on faisait donc 2 équipes par jour, et avec pendant 4 heures, les lignes d'assemblage n'attendaient pas, et on avait beaucoup de mal avec nos concurrents chinois. Donc on a décidé de passer en 3-8, de réduire le temps de travail à 8 heures, et en fait, le lendemain, il n'y avait plus personne de travailler dans l'usine. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas travailler moins, ils voulaient travailler plus, les Chinois. Et une anecdote pour dire que dans certaines zones, on a la même problématique en Inde, on a la même problématique au Maroc, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas travailler moins, ils veulent travailler plus. Donc en fait, on ne veut pas imposer de travailler moins à des gens qui veulent travailler plus, et la preuve, c'est quand on l'a fait, tout le monde s'est mis en grève. Et après, côté français, pareil, on a 60% de l'effectif qui conduit des machines, donc c'est des machines qui tournent en 3-8, parce qu'on est dans un monde, le monde de l'automobile qui est hyper concurrentiel, hein. La plupart de nos concurrents sont en Asie, et donc ce qui compte dans le prix de nos pièces, hein, c'est l'amortissement de la machine et le coût de la main-d'œuvre. Et donc en fait, on a vraiment des contraintes de coûts qui sont très très fortes. Et sur l'effectif français, on a mis en place pas mal de choses au niveau social, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet de semaine de 4 jours, et d'ailleurs pas particulièrement de demande des collaborateurs. Ok, donc pas de la semaine de 4 jours tout de suite, peut-être plus tard. Ça ne vous empêche pas d'être innovant sur d'autres aspects, notamment sur les marchés. On l'a vu tout à l'heure que le marché de l'automobile a été un peu bousculé, hein, donc il
il y a le Covid qui a bousculé les chaînes d'appro, les chaînes de production. On voit que les moteurs thermiques ont une fin de vie annoncée. Vous, si j'ai bien suivi, dans un moteur thermique sur 2 dans le monde, il y a du montage. C'est bien ça les chiffres? Oui, c'est ça. On a eu il y a à peu près un peu plus d'1 milliard de voitures qui circulent sur Terre. Il y a à peu près 500 millions de voitures qui sont équipées de composants Bontaz. Ouais. D'accord. Et donc, quand on voit l'avenir du moteur thermique, on dit qu'il est peut-être temps de chercher d'autres voies. Donc, comment vous anticipez ça? Quels sont les facteurs d'innovation? Mobilité douce, par exemple? Oui, alors le moteur thermique, donc c'est la baisse a été annoncée depuis plusieurs années. Ce qui là, on a une accélération. Alors c'est la communauté européenne avec qui a donné le là, mais en fait ça se passe déjà beaucoup plus vite en Chine. Les Chinois vont plus vite que nous sur le taux d'équipement en voiture électrique. Et puis aujourd'hui, alors on se parle, il n'y a plus aucun constructeur automobile à travers le monde qui travaille sur des projets de moteur thermique, donc il n'y aura plus de nouveaux développements. Ils sont tous 100% électriques parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait de faire les deux. On a vu Chrono qui a coupé la société en 5, mais essentiellement en 2, c'est-à-dire les voitures électriques d'un côté et les voitures thermiques de l'autre, et ça s'est vendu à des Chinois, à Geely, la partie thermique, les Chinois et les Indiens vont récupérer l'essentiel de l'auto thermique, le reste à produire. Et donc voilà, il y a une forte accélération, et c'est là qu'il nous a fallu accélérer. On sait qu'on va perdre d'ici une dizaine d'années à peu près 60% de notre chiffre d'affaires, et du simple fait de la baisse de la production de moteurs thermiques. On sait aussi que, parce que tout le monde se dit, bon, on va remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques, et en fait, c'est absolument pas ce qui va se passer, puisqu'aujourd'hui, on sait que le marché, il se vend à peu près 100 millions de voitures dans le monde. Le marché de l'auto, d'ici une quinzaine d'années, il va passer à peu près 50 millions. Et en fait, il y aura beaucoup moins de voitures, la mobilité va profondément changer. Donc, on ne va pas remplacer le thermique par l'électrique, on va le remplacer par tout un tas d'autres choses, parce qu'en fait, des voitures électriques, il n'y en aura pas pour tout le monde, du fait du manque de matières premières. On a à peu près 30 ans de réserves de cuivre dans le monde. Aujourd'hui, des réserves assez précisément connues. Donc, autant dire que ça ne va pas bien se passer pendant 29 ans, et dans 30 ans, ce sera le bazar. La preuve, c'est que ça se passe déjà pas très bien. Donc, il n'y aura pas beaucoup de voitures électriques, des problèmes sur le nickel et ainsi de suite. Donc, nous, on est dans ce marché déjà de la voiture électrique depuis quelques années. On a essayé d'accélérer dans ce domaine-là, notamment dans des systèmes de refroidissement. Et surtout, on essaye d'en sortir alors par l'hydrogène. On fait des sous-ensembles autour de la pile à combustible. L'hydrogène, ça ne servira pas dans la mobilité pendant les voitures. Hein. On entend beaucoup, mais ça ne sera pas du tout dans ce cadre-là. Ça sera peut-être un peu pour les camions. Mais généralement, l'hydrogène va servir. Il faut beaucoup d'énergie pour produire de l'hydrogène, et ensuite, pour le retransformer en électricité dans une voiture, il y a une déperdition de l'ordre de 60%, donc ce n'est pas un bon rendement. Par contre, il y a tout un tas d'autres applications, l'hydrogène sera utilisé. Donc là, on va dans ce domaine, et il y a pas mal d'innovations, parce que là, on gère du gaz, alors que d'habitude, nous, on gère plutôt de l'huile ou du liquide de refroidissement. Et puis, on se dirige vers aussi le marché de la mobilité douce. Aujourd'hui, il se vend à peu près 3 millions de vélos électriques en Europe. Le marché est annoncé à peu près 12 millions d'ici 2035. Et le système qu'on est en train de faire, nous, on est en train de faire un moteur, parce qu'il y a peu de motoristes, on va dire, dans le vélo aujourd'hui. Hein. Ça va se développer, bien sûr, mais donc on fait un moteur avec une boîte de vitesse intégrée, puisque la cassette qu'on a à l'intérieur, hein, les vitesses, les pignons, là, ça devrait disparaître pour toute une partie des vélos, notamment tout ce qui concerne les vélos cargo, qui se développent beaucoup, pour les pros également, les vélos de livraison et puis les vélos de ville. Donc on se dirige en innovation dans ces nouveaux secteurs qui sont totalement différents du monde automobile. Et donc, qui dit différence dit probablement compétences différentes. Donc, collaborateurs différents, ou c'est les mêmes collaborateurs que vous accompagnez vers ces nouveaux métiers? Comment vous gérez cette gestion des ressources humaines pour aller vers ces nouveaux marchés et, à l'image de Hulk, vous transformer et devenir plus fort? Au niveau humain, comment vous gérez ça? Je rappelle que vous êtes, le siège est à Cluses. Oui, on est dans la vallée de l'Arbre, le siège social est dans la vallée de l'Arbre, en Haute-Savoie. Alors les compétences, c'est compliqué parce que là on est dans la mécanique aujourd'hui. En fait, la mécanique de l'assemblage, bon, il y a beaucoup d'activités de développement, mais autour de pièces mécaniques. Et quand on va dans le monde du vélo, en fait, par contre, effectivement, quand on vend le moteur à un fabricant de vélo, on lui vend pas juste le moteur, on lui vend aussi la batterie, on lui vend l'IHM là qui pilote le moteur, et puis on lui vend tout le soft et tout l'environnement qui va autour du moteur. Et là, effectivement, c'est totalement des nouveaux métiers pour nous. Donc on se fait accompagner déjà pour structurer les équipes internes, parce qu'on ne sait pas exactement comment structurer, notamment sur toute la partie digitale. Et puis là, on va embaucher. Alors le problématique, c'est que se rajoute à ça, on est nous à 30 km de Genève à peu près, où tous les horlogers annoncent des investissements par milliards parce qu'ils rapatrient les productions qui sont aujourd'hui en Asie. Et ce qui fait que on a des salaires à peu près entre x2, x2,5 sur les postes à 30 km de chez nous. Donc ça complique, c'est déjà difficile d'attirer en Haute-Savoie, enfin dans la vallée de l'Arve.
Et après, quand on les a chez nous, c'est très 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 difficile de garder. Donc on fait ce qu'on peut, on essaye de se faire connaître, on essaye d'avoir des politiques pour attirer déjà les collaborateurs, et puis une fois qu'ils sont là, de les garder. Mais c'est vraiment très compliqué, le profil très rare à trouver, et proche de Genève, c'est très compliqué. Laurent, à la formule, la semaine de 4 jours, de façon à réalimenter les stations de ski qui sont autour de Cluse en semaine. Un couplage forfait peut-être à construire. D'autres idées? Non, mais je pensais justement par rapport à ce qu'on disait la semaine de 4 jours, parce que finalement, ça coûte que 9% d'écart en salaire, de maintenir les salaires en passant en 32 heures, faire des 4-8, et gérer des plannings, et peut-être qu'il y aura beaucoup plus de monde qui préféreront ça Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que dans certaines parties, pour certaines activités, il faudra qu'on soit innovant, hein, mais c'est vrai que c'est... Disons que les personnes qui vont travailler en Suisse ont des complications, ils ont une heure de bouchon tous les jours. Pourtant, ils le font pour le salaire, en fait. Ils veulent plus de salaire, en fait. Ils veulent pas plus de temps, enfin, c'est ce qu'on constate chez nous aujourd'hui. Hein. Mais quand ils partent, c'est pour plus de salaire. Voilà, c'est pas parce que les conditions sont pas bonnes ou parce qu'ils aimeraient un jour de plus par semaine. Mais ça attire pas. C'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, hein, mais une partie de la population est dans ce cas-là. Ok. Donc, alors l'Adira, on est une association qui représente les professionnels de l'IT. Donc, on est intimement persuadé que les outils IT sont aussi des facteurs de performance, d'amélioration continue, d'innovation. Laurent, on a vu que LDLC se diversifiait sur la réalité virtuelle. Alors, on en est où? C'est un gadget? Vous voyez des choses? Ou vous reconvertissez dans l'entertainment? C'est quoi l'objectif? Il y a 2 branches où on travaille dessus aujourd'hui. C'est la partie entertainment, parce que c'est le jeu dans des salles où on se déplace pour de vrai et où on peut pas jouer chez soi, on a besoin de place. Et ça c'est un côté entertainment, clairement. Et puis il y a une partie qu'on développe là, on vient de changer d'entrepôt et on en profite pour développer ça et y aller, c'est la formation. C'est la formation à la prise d'un poste, en simulation d'abord, et puis ensuite en réel, et ce qui permet de gagner du temps, puisqu'en fait, on peut créer tous les exercices qu'on veut en réalité virtuelle, la prise en main du poste, et puis quand on lâche la personne en vrai, il y a besoin d'un minimum de formation derrière, il a pu faire des bêtises avant, et ça, on est en train de développer beaucoup ça. Le métaverse, j'y crois moins, en tout cas pas tout de suite. Ça fait partie de ces grandes innovations, comme on entendait pour moi les imprimantes 3D il y a quelques années. On devait aller chez Ikea acheter son meuble tout fait. On n'en est pas encore là et ce ne sera pas pour tout de suite non plus. Et je pense que le métaverse, c'est pareil. Ça évoluera peut-être un jour, mais ça ira pas aussi vite qu'on l'attend. Dans notre secteur, on a craint à un moment le cloud gaming. Finalement, on s'est rendu compte que tous les projets qui se sont lancés là-dedans sont tous cassés la gueule parce que c'est des investissements de dingue pour avoir en fait, c'est quand même un ordinateur par personne presque dans le cloud et c'est pas si efficace parce que les gens le veulent chez eux. Donc voilà, il y a des vraies pistes à explorer, il y a des pistes qui permettent d'avancer, typiquement formation, typiquement le jeu. Et puis il y en a d'autres, on verra plus tard, mais pour moi, c'est pas d'actualité, donc on va pas y aller tout de suite. D'accord. Et chez Bontaz, on se dit que dans l'industrie, il y a peut-être des choses comme le jumeau numérique ou le collaborateur augmenté, ce genre de choses. Vous avez oui, jumeau numérique, on a un projet, on fait une réflexion aujourd'hui, puisque dans le vélo, on va faire aussi des freins, parce qu'il y a une pénurie mondiale de freins, c'est des systèmes hydrauliques donc qui sont proches de nos activités. Et là, on a des gammes de produits, et lorsqu'on a des gammes de produits, effectivement, on réfléchit au jumeau numérique. Ça faciliterait beaucoup et on a des discussions actuellement avec Bercy parce qu'il y a beaucoup de subventions qui sont données pour la transformation des équipementiers auto et dans le monde de la mobilité, il y a beaucoup d'acteurs dans le vélo, mais pas forcément des acteurs industriels qui arrivent avec des moyens de développement, des moyens d'industrialisation. Et donc en fait, peut-être que ce genre d'innovation de jumeaux numériques, ça peut servir. On modélise un vélo électrique, puis ensuite tout le monde peut prendre un modèle existant. Voilà, donc on a ce projet qui est en réflexion. Après, on est beaucoup sur de l'innovation de process et de produits chez nous. D'accord. Oui, Bercy, j'ai vu que Bruno Le Maire était passé chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. On a essayé de le faire venir. Disons que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse parler de nous. Et les ministres sont toujours intéressés de voir un peu ce que font les équipementiers auto qui se transforment. Et
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on parle beaucoup de transformation de produits, de marché, hein, de vélo, ainsi de suite, mais je l'ai dit en introduction, la principale transformation, elle n'est pas là. Aujourd'hui, on sait que bon, le pic de production de pétrole, il a été atteint en 2008. On sait que d'ici une vingtaine d'années, la disponibilité de pétrole en Europe sera divisée par 5 à 10. Donc l'énergie, il va y avoir beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de matières plastiques, et toutes les matières premières métalliques également vont beaucoup baisser. Donc ça va profondément transformer le modèle. Et la vraie transformation, elle est là. Et puisqu'on parlait de Bruno Le Maire, enfin, il y a peu de sensibilité à ce genre de problématiques. Pourtant, on est dedans déjà, on les touche du doigt, hein, mais ils sont très très peu sensibles à ça en fait. Et c'est donc dur. Parce que c'est jamais un message positif en fait quand on parle de tout ça, et en fait ils ont généralement pas envie de l'entendre, comme les collaborateurs d'ailleurs chez nous, c'est souvent le problème, c'est que quand on se dit la vraie transformation qu'on doit faire, elle est là, et en fait c'est pas très réjouissant en fait ce qui nous attend, mais bon, si on l'anticipe, ça devrait bien se passer. Mais donc voilà, ces innovations, il faut qu'on trouve, c'est ça, c'est comment produire ce qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup moins d'énergie, avec beaucoup moins de matières plastiques, parce qu'en fait on en aura beaucoup moins à disposition. Et puis comment rentrer dans du service quand on fait des sous-ensembles pour l'automobile, est-ce qu'on peut pas les louer nos produits et puis les récupérer au bout d'un certain temps, parce qu'on va forcément vers de la récupération. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à croire dans des modèles type Valeo, qui croient beaucoup à la conduite autonome, qui nécessite des quantités de composants électroniques x 10 par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui dans une voiture, alors qu'on sait très bien qu'on en aura beaucoup moins à l'avenir. Et on parle du métavers, c'est vrai que moi je suis très 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 dubitatif aussi par rapport à ça, par rapport au dispo de l'énergie et aux conséquences sur le climat. Et voilà, donc c'est difficile aujourd'hui de se dire, ben, on est dans une lancée avec des développements qui sont forts, en sachant que probablement et certainement, c'est des limites physiques, tout ça, ça va s'arrêter. Et donc, il faut arriver à imaginer des transformations qui ne sont pas menées par le monde politique aujourd'hui. Et donc, on est un peu tout seul. Et des fois, il ne faut pas se transformer trop vite non plus pour ne pas perdre tout nos marchés, parce que tout ça, ça coûte plus cher. Voilà, c'est un peu, on parlait tout à l'heure de l'éco-anxiété, c'est un peu tous ces sujets voilà, qu'on vit au quotidien. Super. Alors, merci à tous les deux pour ces deux beaux témoignages de belles entreprises de la région. On a la chance d'avoir une région qui est riche, et donc merci encore à tous les deux pour vos retours d'expérience. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux dirigeants pour garder cette force de résilience en guise de mot de conclusion? On a parlé de bonne humeur tout à l'heure et de cette capacité à toujours être capable de rebondir. Mais est-ce que vous auriez un conseil à donner? Et ensuite, on passera aux questions-réponses de la salle, ce qui vous laisse quelques minutes pour vous préparer. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, la façon dont j'avance, c'est toujours avec le sourire. Même quand, effectivement, des fois, la route est un peu noire devant. J'ai toujours tendance à trouver le côté positif. Par exemple, cette année où, clairement, on est sur une décroissance à peu près à 20%, j'ai même plaisanté avec les collaborateurs au début de l'année en leur disant, je sais que vous foutez rien, puisqu'il y a 20% de chiffre à faire en moins. Mais au contraire, on va profiter d'une année comme ça pour se dire, on a du temps pour faire autre chose et voir l'avenir. Et toujours retourner en fait le côté positif qu'on peut prendre dans quelque chose, parce que clairement, puisqu'on a moins de colis, moins de travail, moins de trucs, bah, ça nous laisse du temps pour faire des projets et construire pour demain, après-demain et préparer 2023-2024 de façon sereine, parce que finalement, on a du temps. Donc c'est exploiter, c'est toujours avoir ce côté, il y a la résilience, mais aussi la résilience positive, c'est-à-dire de se dire, le pire arrivera peut-être, mais moi je vais y aller comme si ça allait bien se passer. Très beau message, merci. Daniel? Je sais pas, j'ai toujours du mal à donner des conseils, moi, mais je pense qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut être très agile, et puis peut-être casser les codes, effectivement, les codes en matière de social, en matière de management, il y a tout un tas de domaines, peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Mais moi, il me semble rester agile et surtout voir loin, parce que on va fatalement vers de la décroissance, hein, pas de la récession, mais de la décroissance. On va fatalement vers quelque chose de totalement différent. Et je pense qu'en fait, on n'est pas prêt du tout. Et parce qu'en fait, on ne nous prépare pas autour de nous, parce qu'en fait, on vit avec un monde, avec nos habitudes, et tout ça, ça doit changer en fait. Et je pense qu'il faut voir loin, et c'est pas évident, mais je pense que ça peut donner une vraie longueur d'avance. Agilité. Voilà. Agilité. Merci à tous les deux. Je vous propose d'applaudir d'abord. Et Pierre-Antoine, on peut passer aux questions-réponses. Exactement. Une question pour LDLC. Les économies d'énergie chez vous, c'est comment finalement? C'est géré comment? Alors globalement, alors nouvel entrepôt, il est en panneau solaire, donc lui, il économisera. Il est RT 2012, donc il économisera aussi.
Et après, aujourd'hui, on chauffe nos locaux à 19 degrés, enfin on fait ce qu'on peut, parce que clairement, on passe à travers toutes les aides diverses. L'énergie ne coûte pas assez cher pour qu'on ait les aides. Enfin, c'est un budget qui va être multiplié par 8 en 2 ans. On fait tout ce qu'on peut pour que ça soit pas multiplié par 8, mais ça va effectivement par chauffer moins, dépenser moins. Alors, notre nouveau système logistique, c'est des petits robots c'est des robots aspirateurs, j'appelle ça, parce que c'est des gros robots qui ressemblent à ça, qui soulèvent les étagères, qui consomment beaucoup moins que la chaîne qu'on avait avant. Mais ça se limite à ça. Et après, sur ce côté écologique, on refait les cartons à la main pour faire des plus petits cartons plutôt que des cartons normés dans des chaînes. Ça, c'est le côté, on va essayer de prendre moins de place dans les camions, CO2, etc. Parce qu'on ne vend pas non plus les produits qui permettent de faire le plus beau bilan carbone. Bonjour, Gaël Delescaille, Ordinatrix. Question pour Daniel Angelon, si j'ai bien compris votre nom. Pardon. Question pour Daniel Angelon, si j'ai bien compris votre nom. On sait que les mines de charbon en France, il n'y en a plus, des mines d'uranium, il n'y en a plus, on importe l'énergie. Vous l'avez évoqué, qu'est-ce qui expliquerait selon vous la surdité des politiques vis-à-vis de cette réalité territoriale, puisqu'on sait que maintenant que l'industrie fonctionne avec des machines, donc avec de l'énergie? C'est assez étrange, parce que c'est simplement des limites physiques. Il y a pas c'est pas des prévisions qu'on peut faire, c'est pas un avis, c'est pas un sentiment, c'est simplement une limite physique. Aujourd'hui, on a un problème énergétique en Europe, parce que dans le reste du monde, il n'y a pas de souci d'énergie aujourd'hui, ni de prix, ni de disponibilité d'électricité. Par contre, on sait effectivement que la disponibilité de pétrole en Europe va baisser, donc va être divisée par 5 à 10. C'est-à-dire, c'est un simple calcul, c'est 80% de baisse. Il y a un mois, quand tout le monde s'entretuait dans les stations-service, on avait dit entre 10 et 15% de baisse. Et voilà, ça affole personne de se dire, ça va être 8 fois pire. Et puis avec toutes les répercussions sur la nourriture, notamment, parce qu'il y a énormément de pétrole dans la nourriture, et c'est principalement le pétrole qui va poser problème, pas l'électricité. Et je sais pas, c'est surprenant, et c'est très très surprenant. Il y a beaucoup de pays qui ont anticipé tout ça. Je crois que ça marche plus, si ça marche. La Chine a anticipé, mais en Europe, en France, en tout cas, il n'y a ni anticipation, ni prise de conscience sur ces problématiques-là, qui pourtant, encore une fois, on les touche déjà du doigt aujourd'hui, on est déjà dans le problème aujourd'hui, on leur a dit qu'on est dans le problème et que ça va, mais moi, je sais pas, il n'y a pas d'anticipation, mais bon, si on se réfère à ce qui s'est passé sur les 15-20 dernières années sur le plan politique en France, vision de tout ça, on peut se dire que ça va, a priori, ça va continuer. Bonjour, toujours pour Laurent, donc pour la semaine des 4 jours. Comment est-ce que ça marche? C'est tout le monde en même temps que ça s'arrête, du coup? Parce que sinon, avec le télétravail, finalement, les gens... Non, c'est pas tout le monde en même temps, parce que justement, on a des métiers à 5 jours, 6 jours, 7 jours, donc faut que la boîte fonctionne normalement. Il y a eu deux choses qui ont été mises en place très simplement. C'est qu'on est passé sur un contrat plein à 32 heures. Aujourd'hui, 32 heures, c'est notre temps plein. Pour que les gens fonctionnent, ils ont tous choisi leur jour off, mais ils n'ont pas tous le jour off qu'ils voulaient tout le temps. C'est-à-dire qu'ils se mettent par binôme dans certains cas, et semaine paire, semaine impaire, ils vont alterner avec le jour qu'ils voulaient et un jour qui convient au fonctionnement de l'équipe dans laquelle ils sont. Donc s'ils ont choisi le vendredi, ils vont peut-être avoir le vendredi, mardi. Une fois sur deux, ils auront leur vendredi, et une fois sur deux, ils auront le mardi pour que ça fonctionne. Est-ce que vous la faites, vous, la semaine de 4 jours? Alors ça, c'est un débat que j'ai souvent sur LinkedIn, où on me dit, moi je bosse 6 jours et je m'en fous de la semaine de 4 jours, et c'est pas faux. Pourquoi la semaine de 4 jours, elle convient à beaucoup de monde, mais pas nécessairement à tout le monde, parce que quand son travail, c'est sa passion, sa vie et autres, on s'en fout de travailler 4, 5, 6, 7 jours. Et moi, j'ai fait des années à 7 jours sans faire burn-out, et j'ai même fait, je me rappelle de l'époque des 35 heures, j'avais fait le calcul que moi, je travaillais 110 heures, donc 35 heures, on en était loin. Et j'étais pas du tout en burn-out. Aujourd'hui, fondamentalement, cela dit, si je compte le temps que j'accorde à LDLC, je suis à moins de 4 jours. Parce que je dois passer entre 2 et 3 jours par semaine à parler de la semaine de 4 jours. Donc on peut dire que c'est mon activité annexe du jour off. Mais je travaille moins de 4 jours sur LDLC. Parce qu'en fait, ce qui se passe, quand on a ça, on a 2 jours de télétravail possible, en fait, les gens s'organisent pour que ça fonctionne mieux. Il y a aussi ça qui se fait derrière, c'est-à-dire qu'il y a moins de réunions, il y a plein de choses qui vont s'organiser. Un truc tout bête, quand on travaille 4 jours, ça veut dire
qu'il faut passer le travail à un collègue le 5e jour. On ne peut pas partir le bureau en bordel le vendredi soir, le jeudi soir, et puis j'en ai rien à foutre et je récupérerai mon bordel lundi. Non, il y a un gars qui va être là le vendredi pour faire le travail, donc il faut que ça s'enchaîne. Donc ça oblige à ranger, ça oblige à s'organiser. Il y a plein de choses derrière qui font que ce n'est pas simplement le fait de travailler moins qui fait que ça fonctionne. Il y a toute une façon de fonctionner de l'entreprise qui se met en place indirectement. Vivesa Groupama, ça veut dire que, on en avait parlé il y a quelques années, tu as aussi développé l'autonomie dans l'entreprise. Peut-être moins de management, tu as parlé de moins de réunions aussi. Il y a plein de choses en fait. Il y a la confiance, qui est un truc clé dans l'entreprise qu'on a mis en place. Mais typiquement, un des succès, je pense qu'on a eu de la semaine de 4 jours, c'est que c'est pas les RH qui ont fait les plannings, c'est les équipes. En fait, je suis venu vers les équipes en leur disant c'est vous qui vous organisez pour que ça fonctionne dans votre équipe. Si bien que, je vais vous prendre un cas très concret, j'ai 8 équipes commerciales. Les 8 équipes commerciales n'ont pas les mêmes plannings. Elles ont chacune choisi le planning qui fonctionne pour que ça fonctionne. Ce qui a responsabilisé les gens, ce qui a aussi sans doute fait qu'on n'a pas recruté au départ parce qu'ils se sont tous dit on va faire le planning et on va voir. Alors qu'on l'aurait fait à l'envers dans un gros groupe en mode RH, il manque 12 personnes, on va mettre 12 personnes. Et on va les recruter d'avance parce que sinon ils vont râler. Non, là, comme on les a impliqués dans le planning, ils n'ont pas recruté, ils ont vu après, puis ils ont vu que finalement ils avaient besoin de personnes. Et ça, effectivement, cette notion de confiance et de responsabilisation des équipes sur le sujet, je pense aussi que c'est ce qui a aussi fait que ça marche aussi bien chez nous. Donc ça veut dire autonomie, confiance, et après potentiellement la semaine des 4 jours? C'est une aide. Je ne pense pas que tout soit indispensable, mais en tout cas, c'est ce qui fait que ça marche super, super bien chez nous et qu'on est capable de faire 40% de croissance de chiffre d'affaires sans recruter personne et même limite en étant trop. Bonjour, Emmanuel Repli, Optimo Ressources. Donc ça, c'est une question pour Monsieur Anguelon de Montaz. Vous avez parlé de la diversité des métiers, de passer de l'industrie lourde au métier de la mobilité. Ma question, c'est comment vous faites pour accompagner ces changements de métier par rapport à vos employés? Ça marche là, oui. En fait, changement de métier, il y aura quelques personnes qui vont changer de métier, mais il n'y aura pas beaucoup on va avoir des managers dans certains services qui vont manager des équipes qui géreront d'autres types de projets, mais c'est vrai que dans les spécialistes, on va dire, ils vont pas vraiment changer de métier parce que quand on travaille dans la mécanique et que demain on va sur du vélo où on a des questions digitales, où on aura besoin de beaucoup de monde. Là, il y aura pas de pont, en fait. On va pas transformer ces métiers-là. Donc, les personnes qui sont dans la mécanique vont rester dans la mécanique avec une mécanique qui va probablement évoluer. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'injections plastiques pour l'industrie automobile et notamment l'industrie électrique. Et demain, dans le vélo, il y a aussi beaucoup de plastique, de l'injection. Donc, c'est des gens qui feront de l'injection plastique, mais pas dans le monde de l'auto, ils le feront dans le monde du vélo. Et après, ça sera vraiment des nouveaux recrutements, parce que ce sont vraiment des nouveaux métiers. Et il y aura peu de ponts entre les deux, si ce n'est dans les chefs de projet bureau d'études, ils vont gérer des projets, qui ne seront pas des projets de l'auto, mais des projets du vélo. Mais là, à nouveau, leur métier va pas vraiment changer. Donc, il y aura peu de changements. Ça va profondément changer l'entreprise, mais finalement, ça va peu changer les métiers qui sont à l'intérieur, paradoxalement. Bonjour. Une question pour Laurent. Est-ce que, du coup, vous avez constaté, en passant la semaine de 4 jours, un peu les effets qui étaient décrits dans le bouquin de la semaine de 4 heures? Je m'explique. Est-ce que l'organisation ne s'est pas réorganisée aussi elle-même en faisant un peu de lean, en faisant un peu de simplification, en enlevant les tâches qui étaient inutiles, en optimisant sa façon de travailler? Et est-ce que, du coup, c'est pas forcément que de l'implication pour travailler plus et plus concentré, mais qu'il y a peut-être aussi une organisation derrière qui s'est mise en place de manière plus efficiente? Alors, pour préciser par rapport à la semaine de 4 heures, parce que je vous ai dit que je n'ai pas recruté en augmentant mon chiffre de 40%, la semaine de 4 heures, dans son bouquin, tout ce qu'il fait, c'est qu'il délègue tout. Et tout se fait à l'extérieur, et lui ne répond plus qu'à 4 mails, et à la fin, finalement, il arrive à travailler 4 heures parce qu'il a tout délégué. On n'a pas augmenté quand on n'a pas augmenté le nombre de collaborateurs, c'est pas non plus parce qu'on a délégué des tâches ailleurs, hein. C'est vraiment à tâches égales, etc. On n'a pas changé notre façon de travailler. Parce que vraiment, je l'ai lu, le bouquin de la semaine de 4 heures, je le comparerai pas parce que c'est un mode ça n'a rien à voir. Il s'attribue 1 heure pour répondre à ses mails, 1 heure pour être en contact avec les gars qui développent le truc pour lui et 1 heure pour être en contact avec les gars qui vendent les produits pour lui, qui ne sont pas du tout à 4 heures. C'est une personne qui a réussi à se mettre dans un système à 4 heures. C'est pas une organisation qui fonctionne 4 heures par jour. Les gens qui travaillent pour lui ne sont pas à 4 heures. Oui, il simplifie, mais ça se fait naturellement. Quand j'ai fermé les salles de réunion pendant 3 mois,
Le jour où j'ai annoncé ça le matin, j'ai traumatisé tout le monde. Quand j'ai dit que j'allais fermer toutes les salles de réunion sans exception, on m'a dit, mais Laurent, on travaille comment dans cette boîte si on n'avait plus de salle de réunion? J'ai dit, vous avez la machine à café, vous avez la cafette, vous pouvez aller où vous voulez, vous avez votre bureau, mais les salles de réunion ne sont plus ouvertes. Il a fallu 3 semaines pour que les gens rentrent dans le rythme. Mais quand on les a rouverts au bout de 3 mois, il n'y avait plus personne dans une salle de réunion. Et aujourd'hui, la moitié des salles d'ailleurs, les grosses salles ont toutes été condamnées. Et toutes les petites salles, il y en a la moitié qui sont toujours libres. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de réserver une salle d'avance, il y a toujours des salles libres. Parce que les habitudes ont changé. Et finalement, se sont simplifiées, mais parce qu'on a réappris à travailler plus simplement. D'ailleurs, je pense que la fermeture des salles de réunion fait aussi partie du fait qu'on n'est pas recruté. Donc on peut jouer à des jeux de réalité virtuelle dans les salles de réunion fermées? Non, on peut aller... Alors, par contre, on peut aller tester les jeux qu'on développe. Ça fait partie des choses qu'on offre à nos équipes. C'est-à-dire qu'à des moments, il faut tester les jeux qu'on développe et c'est les équipes qui vont pendant les heures de travail quand il faut faire des tests. Donc à la DIRA, on a une équipe de bêta-testeurs de jeux aussi. Si on peut rendre service, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Bon, et bien encore une fois, merci à tous les deux. Il y a une vingtaine de groupes de travail qui attendent votre visite, donc il va falloir en profiter. Et donc, avant de vous laisser, je vais vous citer, on était dans la thématique des super-héros, donc je ne pouvais pas partir sans citer Iron Man, qui disait « Si tu ne décides pas de ton destin, c'est ton destin qui décide pour toi ». Et donc, je vous laisse méditer cela. Et donc, je vous remercie encore à vous tous, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.